Ça y est, c'est officiel, le silure est en passe de devenir une espèce nuisible. Le ministère de l'écologie lance un décret pour interdire la remise à l'eau de ce poisson. C'est une très bonne nouvelle pour certains et une très mauvaise nouvelle pour d'autres, notamment certaines fédérations de pêche qui ont construit leur modèle économique autour du silure. On va tout aborder dans cette vidéo point par point, en commençant par l'histoire du silure, savoir d'où il vient, quelles sont ses habitudes alimentaires, les dégâts qu'il occasionne sur nos rivières. On va également parler des différentes études qui ont été menées sur les silures et par quels organismes ils ont été menés. Et vous allez voir que la réalité est bien plus sombre que ce que vous pouvez imaginer. L'histoire du silure ne commence pas par une décision officielle, mais par un acte de piraterie. Le silure vient d'Europe de l'Est, plus particulièrement du Danube, où il a été introduit par des passionnés et des piscicultures. D'abord dans des étangs privés, puis ensuite dans la Saône et dans la Seille. Le but à l'époque, c'est de créer un poisson de sport monstrueux que la France n'avait pas. À l'époque, tout le monde s'en fout. On pense simplement que ce gros poisson de vase restera totalement discret. Le silure a été introduit en France dans les années 70 et seulement 50 ans après, on le retrouve dans tous les fleuves et rivières de France où ce poisson a connu une expansion exceptionnelle. Aucune autre espèce animale n'a colonisé une rivière aussi rapidement que lui, ce qui en réalité est un drame écologique pour certains et une aubaine pour d'autres. Puisque vous allez le voir, en réalité, le silure n'est qu'un modèle économique prôné par beaucoup de fédérations de pêche. Un silure peut peser plus de 100 kg et mesurer plus de 2 mètres. Il ne connaît aucun prédateur, ni même l'homme, puisqu'il est en réalité impropre à la consommation, contenant des métaux lourds comme le PCB ou encore le mercure. Pourquoi ce poisson prolifère aussi vite ? Il a un système de reproduction qui est hors norme comparé à toutes les autres espèces de poissons que l'on peut retrouver dans nos rivières, puisqu'une femelle pond jusqu'à 30 000 œufs par kilo de son poids. Donc une grosse femelle de 70 kg peut pondre jusqu'à 2 millions d'œufs en une seule fois. Là où le brochet va en pondre 15 000 à 20 000, le silure fait 100 fois plus. Là où le silure a une très grosse réussite dans la reproduction, c'est que le mâle protège son nid. Il défend les œufs là où les autres espèces, après avoir fécondé les œufs, ne restent absolument pas sur place et laissent les œufs livrés à eux-mêmes, notamment pour le brochet où la survie des nouveaux broctons est assez faible. La période d'incubation des œufs de silure est extrêmement rapide puisqu'elle va de 3 à 10 jours et le mâle ne quitte pas le nid jusqu'à l'éclosion des œufs. Il est même au-delà de tout ça extrêmement agressif pour les défendre. Les petits silures grandissent à une vitesse record. En quelques mois, ils sont déjà trop gros pour être mangés par n'importe quel prédateur. Ils commencent très vite à manger les alevins des autres espèces qui, eux, grandissent lentement. Les fédérations de pêche dépensent des milliers d'euros pour créer des frayeurs à brochet, là où il y a besoin de ne dépenser strictement rien pour la sauvegarde du silure. Alors vouloir sauvegarder le brochet en créant des frayères, c'est comme remplir un seau d'eau percée le temps que le silure n'est pas régulé malheureusement. Contrairement au brochet et à beaucoup d'autres espèces, le silure est un vrai caméléon. Il s'habitue à la température de l'eau à une vitesse incroyable. Pour lui, une eau à 25, 26, 27 degrés, ce n'est pas du tout un problème là où les autres espèces deviennent totalement léthargiques face à la hausse des températures. Lui, le silure, il adore ça. C'est donc tous ces points qui font qu'aujourd'hui, le silure est présent partout et qu'il a colonisé tous les fleuves et toutes les rivières de France à une vitesse exceptionnelle. Ceux qui ont déclenché la sonnette d'alarme, ce sont les lobbies des poissons migrateurs, des associations comme l'Ogrami ou l'EPTB Vilaine, qui gèrent les programmes de réintroduction du saumon atlantique, la lauze ou la lamproie. Et l'étude qui a fait l'effet d'une bombe, ça a été celles qui ont été menées au niveau des passes à poissons et des barrages à Golfech et à Vichy. Les premières observations datent de 2010-2011, mais le rapport choc est sorti aux alentours de 2016. Ils ont tout simplement installé des caméras au niveau des passes à poissons et ce qu'ils ont observé a été une catastrophe. Ils ont vu tout simplement les silures attendre tranquillement au niveau des passes à poissons que le dîner soit servi. Ces études ont été dévoilées par l'INRA et l'EcoGR. Les études ont démontré que 30 à 80% des grands migrateurs ont été consommés par le silure à la sortie des passes à poissons. Réintroduire un saumon, ça coûte 30 000 € entre les passes à poissons, la surveillance, les frayères, les différentes études.
Alors un silure qui en mange 10 par saison, c'est un trou de 300 000 € dans la poche du contribuable. Et pendant que les fédérations de pêche publiaient des photos de silures records et faisaient la promotion de cette pêche sportive, les scientifiques, eux, avaient un constat très amer de voir la réintroduction des espèces migrateurs se faire démolir par le silure. Et c'est donc grâce à ces différentes études que certains préfets ont lancé des arrêtés préfectoraux pour limiter l'impact du silure en interdisant la remise à l'eau. Et c'est donc là d'où vient le projet de décret mis en place par le ministère de l'écologie visant à classer le silure en tant que nuisible. Mais le problème, et là où ça devient le plus inquiétant, c'est que les victimes du silure ne sont pas uniquement ces poissons migrateurs. Depuis des années, les pêcheurs alertent sur le silure en expliquant que la population de brochets, de cendres, de black bass diminue drastiquement et celle du silure augmente. Malheureusement, tous ces petits pêcheurs n'ont pas l'impact des lobbies migrateurs pour pouvoir faire remonter tout ça directement au ministère de l'écologie. Ça, c'est le travail des fédérations de pêche et des différentes APPMA. Sauf que bizarrement, tout ça a l'air d'avoir été passé sous silence. Pour quantifier le silure, on ne parle jamais de nombre, on parle de biomasse. Et c'est là que tout est la subtilité visant à interdire la remise à l'eau du silure. Certaines personnes vous diront, mais il n'y a que 10 silures dans cette rivière, il y a peut-être une cinquantaine, soixantaine de brochets. Le brochet est toujours supérieur face au nombre de silures. Et c'est là qu'est la manipulation, puisque l'on ne parle pas de nombre, mais on parle de biomasse. Et d'après les dernières études de l'OFB et de l'INRA, sur des fleuves comme la Garonne ou le Rhône, la biomasse du silure peut atteindre des sommets vertigineux, compris entre 500 kg et 1 tonne par hectare. En point de comparaison, le brochet va être compris entre 10 à 20 kg par hectare. Le silure peut donc représenter une masse 50 fois supérieure à celle du brochet. Alors je vous laisse pas imaginer pour les autres espèces. Et donc dans les zones où le silure est installé, il peut représenter jusqu'à 80% de la biomasse de tous les carnassiers présents dans le milieu. Autrement dit, sur 10 kg de prédateurs dans l'eau, il y a 8 kg de silure et il reste seulement 2 kg à partager entre les cendres, les brochets et les perches. Et la plus grosse des inquiétudes, on le voit sur les réseaux sociaux, où nombreuses sont les fédérations de pêche qui continuent de défendre le silure en contestant le projet de décret mis en place par le ministère de l'écologie. Alors pourquoi certaines fédérations de pêche continuent à défendre le silure et rejeter ce projet de décret présenté par le ministère de l'écologie? Eh bien c'est simple, c'est tout simplement parce que le silure n'est plus un poisson, c'est un produit d'appel. Il y a différents piliers qui poussent certaines fédérations à faire du lobbying pour le protéger. Le profil. Aujourd'hui, les pêcheurs sont de plus en plus jeunes et consomment beaucoup de matériel. Et ils sont prêts à traverser la France pour avoir le poisson record. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui est moins bon, c'est de mettre en avant le silure pour ça. Ensuite, il y a l'argument business qui n'est vraiment pas à négliger. Une fédération qui a des très gros silures dans ses rivières, forcément elle attire du monde et donc des ventes de cartes de pêche, ce qui au final leur donne un plus gros budget. Le risque, c'est que si le silure devient nuisible, que le no-kill est interdit, les spécialistes de la pêche au silure s'en vont et ça c'est une perte sèche et immédiate. Là où ça devient vraiment dédommageable et extrêmement triste, c'est que ces fédérations de pêche ont pour principale mission la protection des milieux et que ces quelques résistants qui font la promotion du silure contribuent plus à un système économique pour leur fédération qu'avoir des rivières saines. Certaines fédérations travaillent main dans la main avec les offices de tourisme et c'est un autre aspect qui n'est absolument pas à négliger. C'est un petit peu l'effet Èbre. Ils veulent reproduire le modèle espagnol du Rio Èbre où des villages entiers vivent du silure. Mais à quel prix? C'est ça la question. Parce que les calculs, ils sont en réalité très simples. Un guide de pêche spécialisé dans le silure qui fait 100 sorties par an, c'est autant de nuits d'hôtel, de restaurants et de cartes de pêche vendues à la journée ou de façon hebdomadaire. Et pour protéger ce système économique, il n'y a qu'un seul moyen, c'est nier l'aspect écologique. Et c'est ce qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux ou certaines fédérations qui expliquent que le silure ne mange qu'uniquement des brèmes, qu'il n'est pas très énergivore, qu'il reste très souvent en place sur les mêmes postes. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve du silure sur toute la France en seulement 50 ans. Donc il y a de réelles questions à se poser. Les fédérations reçoivent des subventions de l'État pour reconstituer des frayères à brochets. Le problème, c'est comme on l'a vu tout à l'heure,
Si le silure n'est pas régulé, et ben en période de frais, il va aller taper les alevins des brochets. Et donc classer le silure en nuisible, ça serait reconnaître qu'une seule chose, c'est que tout l'argent de l'État qui a été investi pour rétablir des frayères a tout simplement été jeté à l'eau. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que certaines fédérations préfèrent voir leur rivière remplie de monstres qui attirent des clients que de voir une rivière saine. Puisqu'en réalité, les études sont là, elles ont été faites également dans des pays européens comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne et encore le Portugal, qui ont toutes démontré que le silure avait un impact sur le milieu halieutique de façon négative. Qui est bien entendu et heureusement pas le cas de toutes les fédérations, puisque beaucoup d'autres sont effectivement pour le classement du silure, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Parce que oui, le brochet a exactement les mêmes zones que le silure. Il aime se chaver, être dans les arbres morts. C'est également un opportuniste qui attend que les proies passent devant lui. Sauf que quand vous avez une boule de silure qui débarque dans sa zone, il ne va pas chercher à le combattre, il va fuir, il va se retrouver en plein milieu du lit de la rivière, stressé, avoir une mauvaise reproduction, une mauvaise alimentation et être vulnérable de la part de ses congénères ou d'autres silures. Et ça, on le constate au bord de l'eau, de la part de nombreux pêcheurs de brochets. Le constat est le même et il est alarmant. Ces poissons, on ne les prend quasiment plus. On a vu tout à l'heure les chiffres de l'impact du silure en termes de biomasse dans les grands fleuves de France. Alors imaginez dans nos petites rivières de deuxième catégorie avec 10-20 mètres de large, avec une profondeur moyenne d'1,50 m, l'impact que peut avoir le silure sur les espèces autochtones déjà présentes depuis très longtemps. L'impact, il est juste immense. Malheureusement, les études sont concentrées uniquement sur les poissons migrateurs. Elles montrent l'impact que le silure peut avoir sur celle-ci, mais on peut imaginer que l'impact sur les brochets, les cendres ou autres carnassiers est juste immense dans nos petites rivières. Et ça, nous, on le constate d'année en année. Déjà, ne serait-ce que les poules d'eau, on n'en voit plus du tout dans nos rivières. Les brochets, on n'en prend quasiment plus. Ils sont très très peu nombreux et on ne prend quasiment plus de petits brochets. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, mon avis personnel sur la question, il est simple. Oui, le silure n'a plus sa place dans nos rivières. Le silure représente un réel danger en France et vous allez sûrement me dire qu'il y a d'autres problématiques comme le réchauffement climatique, les cormorans, mais on ne va pas pouvoir traiter tous les problèmes en même temps. Il faut traiter les problèmes les plus urgents et aujourd'hui, la chose la plus simple à résoudre, c'est justement la classification du silure en espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et ça va être aux fédérations de pêche, aux APPMA et également aux pêcheurs de communiquer autour de ça et de faire en sorte que le silure disparaisse petit à petit. Parce qu'on l'a vu, le principal problème du silure, ce n'est pas forcément son alimentation, c'est surtout sa biomasse. Parce que même si admettons que le silure ne mange pas plus de brochets que ça, il est exactement sur les mêmes spots que lui. Le brochet ne va pas aller combattre un monstre d'1,50 m, il va quitter la zone, ce qui va avoir un impact sur son alimentation, sur sa reproduction. Il y a un vrai problème de fond concernant le silure et on espère que le 8 mars, le décret concernant la classification du silure soit adopté. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire avec bienveillance et on pourra rentrer dans des débats constructifs.